Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Au sommaire de cette édition, des unités spécialisées de la PNH poursuivent des opérations dans la commune de Gressier où plusieurs bandits armés ont été abattus selon les autorités locales. Un délai de 8 jours francs est accordé aux résidents du centre-ville de Port-au-Prince pour quitter les zones déclarées d'utilité publique. Le ministère des Travaux publics veut appliquer l'arrêté du 1er juin 2012 et aider à la mise en œuvre de l'état d'urgence sécuritaire. En titre également de ce jeudi, l'Association des médias indépendants d'Haïti et l'Association nationale des médias haïtiens informent qu'elles n'ont pas été invitées par le Conseil présidentiel de transition à participer à la désignation de membres du secteur presse pour le prochain Conseil électoral provisoire. La situation sécuritaire connaît des évolutions contrastées dans les différentes communes de la capitale. À Cité-Soleil, des milliers de résidents de 34 quartiers ont manifesté leur satisfaction suite à une annonce de paix émanant de gangs rivaux. Si les habitants y voient une initiative porteuse d'espoir, des observateurs redoutent une consolidation du pouvoir des gangs potentiellement destinée à mieux se préparer contre d'éventuelles attaques extérieures ou des opérations de la police nationale d'Haïti. Cette annonce pourrait-elle en réalité constituer une menace pour la paix globale? Pendant ce temps, le gouvernement tarde à prendre des mesures concrètes contre l'emprise des gangs. Parallèlement, des unités spécialisées de la PNH poursuivent des opérations de la commune de Gressier où plusieurs bandits armés ont été abattus selon les autorités. Les autorités gouvernementales mettent en œuvre les mesures de l'état d'urgence suivant le décret. De nombreuses libertés sont restreintes. Un délai de 8 jours a été accordé aux habitants du centre-ville de Port-au-Prince pour quitter les zones déclarées d'utilité publique. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications a donné cet ultimatum pour appliquer l'arrêté du 1er juin 2012 et aider à la mise en œuvre de l'état d'urgence sécuritaire. Dans l'intervalle, le Premier ministre Gary Coney a rencontré des représentants des médias en ligne, RENAMEL et AHML pour discuter de la crise socio-sécuritaire actuelle. Il a souligné que la réussite de l'état d'urgence dépend aussi de la presse et des médias en ligne. Les représentants des médias ont affirmé leur engagement à s'autoréguler et à se responsabiliser face à la crise en Haïti. Autre dossier, le Conseil présidentiel de transition crée la conférence nationale, un dispositif participatif pour réunir tous les acteurs de la société afin d'élaborer des résolutions communes. Cette conférence nationale révisera la Constitution, proposera un nouveau projet de société et établira de nouvelles relations entre l'État, la société civile et les partis politiques. Un secrétariat technique organisera et encadrera les travaux avec pour objectif principal de créer une nouvelle constitution. Les travaux commenceront après l'installation du comité de pilotage et dureront 9 mois. Avec nous, le professeur Guy Charderet pour en parler. Pour commenter l'actualité politique et sécuritaire, avec nous sur le plateau de Métro News ce soir, l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, Monsieur Guy Charderet. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Madame Matelmé et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Alors nous savons qu'il y a eu le décret portant création de la conférence nationale a été publié. Quelle est donc votre réaction par rapport à cela, Monsieur Doré? Bon, je pense que le Conseil présidentiel de transition commence à mettre en œuvre le mandat qu'il a pour conduire très bien la transition. Donc ça, c'était en fait la mise en place d'une structure pour piloter la conférence nationale a été prévue par le décret du 3 avril. Donc je pense qu'il travaille dans le sens, dans la matérialisation de ce pacte politique qu'ils ont eu avec les assemblées politiques qui ont participé à
à envoyer ces gens-là au niveau du palais national. Toujours concernant les tâches du Conseil présidentiel et du gouvernement de transition, nous savons que l'un des plus grands piliers, c'est de rétablir la sécurité. Et justement, en ce sens, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sur 14 communes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Que pensez-vous de ce décret également? C'est très important parce qu'on sait pertinemment dans ces 14 communes, il y a une insécurité qui fait problème. Beaucoup de gens ont laissé leur maison, ils peuvent pas aller, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les commerces ne fonctionnent pas. Donc je pense que c'était nécessaire d'adopter un arrêté sur l'état d'urgence. Mais maintenant, on sait pertinemment quand il y a l'état d'urgence, il y a un recul des droits. Il y a les citoyens, il y a certaines libertés publiques que dans ces communes-là qu'on ne peut pas exercer. Par exemple, la police peut, à n'importe quelle heure de la journée, faire des perquisitions parce que c'est au nom de l'intérêt de sécurité du pays. Donc je pense que c'est nécessaire. Vous pensez que c'est nécessaire, mais il y a un point justement dans ce document qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est parce que les policiers peuvent désormais s'introduire chez les gens à n'importe quelle heure pour justement faire leur travail. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cela ne puisse pas déboucher sur plus d'exactions, par exemple? Je pense que les forces de sécurité, il y a probablement automatiquement qu'on a adopté un arrêté et déclaré l'état d'urgence sur 14 communes, il y a un protocole. Je pense qu'au niveau de la police nationale ou du ministère de la Justice, il y a un protocole d'intervention. Donc probablement, il va y avoir des précautions à prendre pour éviter des exactions. Écoute, les forces de sécurité n'ont aucun intérêt de commettre des exactions. Normalement, les forces de sécurité sont à la recherche des criminels qui donnent beaucoup de problèmes au niveau de la société depuis plus de 3 ans. Donc je pense que c'est nécessaire. Dans cette situation, on a besoin de la compréhension de chaque citoyen parce que ce n'est pas de gaieté de cœur quelqu'un au palais ou bien à la primature décide de déclarer l'état d'urgence. Écoutez, une autorité politique sait les conséquences qu'il y a dans ça. Donc je pense que des précautions doivent être prises de deux côtés. Du côté de la population doit aider les forces de sécurité dans l'accomplissement de cette mission. Également, les agents de sécurité doivent prendre beaucoup de précautions pour éviter de créer des problèmes inutiles. Outre, ou du moins après le rétablissement de la sécurité, nous savons que le pays aura besoin d'être reconstruit, notamment au centre-ville où presque toutes les maisons ont été saccagées par les bandes criminelles. On a appris qu'il y a plusieurs plans justement de reconstruction du centre-ville qui est déclaré d'utilité publique. Quel plan que les autorités étatiques devraient prioriser selon vous? Écoute, moi je pense qu'il y a certains chantiers, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Quand on fait la déclaration d'utilité publique, on a fait ça déjà après sous le gouvernement de Préval. Bon, c'est vrai que sous le président Matéli, on a réduit les périmètres. On a réduit les périmètres, on a choisi certains blocs pour la reconstruction, ce qu'on appelle un parc administratif. Mais pour le centre-ville, globalement, il y a des innovations juridiques. Moi, je pense qu'il faut, normalement, on devrait avoir un travail du Parlement, mais s'il y a un consensus au niveau de la société, on peut adopter un statut particulier pour le centre-ville de Port-au-Prince, parce que c'est très important, parce que quand on adopte le statut particulier pour le centre-ville de Port-au-Prince, on peut faire une mutation des titres de propriété. Aujourd'hui, avec la déclaration d'utilité publique, non. On sait pertinemment si l'État va construire une cité administrative, mais tous les périmètres à côté, écoute, on ne peut pas laisser ces territoires-là vacants comme ça, il n'y a rien, il faut qu'on mette en valeur ces territoires. Donc je pense qu'il y a des innovations juridiques, un statut particulier pour le centre-ville de Port-au-Prince, il faut qu'il y ait un plan d'investissement prioritaire pour Port-au-Prince. On dit, c'est ça, c'est au niveau du président de la République qu'on doit adopter cette disposition. Ce n'est pas une disposition gouvernementale. Il faut qu'il y ait au moins une volonté globale. Moi, je pense qu'il y a, par exemple, un agent de reconstruction pour le centre-ville de Port-au-Prince, un schéma d'aménagement du territoire global pour le centre-ville de Port-au-Prince. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, on n'a pas de temps aujourd'hui pour tout discuter, oui, mais je pense que c'est très important.
Donc, selon vous, c'est après l'élection, par exemple, on peut parler de ce plan. Donc, mais avec ce gouvernement de transition... Non, dans la conférence nationale, on peut en parler. Parce qu'il y a un projet de société, on ne peut pas construire, on peut pas faire l'économie de la reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince. Écoute, ça va créer beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités, etc. Donc, c'est un chantier énorme. Qui peut être recommencé pendant cette période de transition? Évidemment, pourquoi pas. Ne serait-ce que pour le statut particulier, il faut qu'il y ait un débat. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur terrain au centre-ville. Il n'y a pas d'espace à Port-au-Prince aujourd'hui. On construit n'importe où. Dans les zones, on construit des bâtiments tertiaires ou bien des bâtiments commerciaux dans des zones résidentielles. Donc il y a une anarchie sur le territoire. Donc il devrait y avoir une réflexion globale. Mais je pense que le centre-ville de Port-au-Prince mérite une réflexion soutenue. Une réflexion soutenue qui peut être faite notamment à travers la conférence nationale. Oui, je pense que c'est un élément important à discuter. Monsieur Guichard Doré, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est avec nous l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré. Il était notre invité ce soir pour parler politique et sécurité notamment. Parlons à présent gouvernance. Dans le cadre de l'implémentation de l'accord du 3 avril, 3 grands chantiers sont actuellement en cours. La réforme de la justice, dont une commission a été installée ce jeudi, révisera notamment les textes du nouveau code pénal, le processus de formation du Conseil électoral provisoire, dont le choix des représentants crée des divisions au sein des secteurs, la réforme constitutionnelle, pour laquelle un décret portant création de la conférence nationale a été publié, soulignant que le volet sécurité a du plomb dans l'aile. Dossier formation du Conseil électoral provisoire, l'Association des médias indépendants d'Haïti et l'Association nationale des médias haïtiens informent qu'elles n'ont pas été invitées par le Conseil présidentiel de transition à participer à la désignation de membres du secteur presse pour le prochain Conseil électoral provisoire. La NMH et l'AMI espèrent que les prochaines élections se prépareront avec transparence et compétence. Elle souligne l'importance des élections pour la démocratie en Haïti et encourage tous les acteurs à travailler pour un processus électoral réussi afin que le 7 février 2026, de nouvelles autorités légitimes puissent prendre leurs fonctions. Installation ce jeudi des membres de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Les inexactitudes et les manquements dans le code pénal et le code d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps. Autant de points soulevés par le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, qui se désole de cette réalité. Moderniser, actualiser et adapter les textes à la nouvelle réalité sociologique et juridique en travaillant sur le décret de l'organisation des parquets, sur l'organisation judiciaire, sur le service pénitentiaire, entre autres, selon les propos tenus par le président de la commission, Pierre-Richard Casimir. Vieux de 189 ans, le code ne peut répondre à l'évolution de la société. Le Conseil présidentiel, de concert avec le gouvernement, précise le président Camille Leblanc-Fils a mis en place cette commission afin d'évaluer les 2 codes et de faire des recommandations appropriées pour que la réforme pénale soit effective. C'est un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La réforme pénale, un des grands chantiers du gouvernement suivant les prescrits de l'accord du 3 avril dernier, est une réalité. La mise en place d'une commission a eu lieu ce jeudi. Le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, évoque l'idée de l'adaptation des textes normatifs à ce nouvel environnement. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain
et le futur. Vos longues expériences dans le domaine du droit et de la justice, l'expertise que vous avez acquise dans vos pratiques quotidiennes dans nos cours et tribunaux, les inexactitudes et les manquements que vous avez su relever dans nos codes et dans nos codes pénals et codes d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps, témoigne, s'il en était besoin, de l'importance que l'exécutif accorde à vos réflexions et à vos travaux. De son côté, le président du Conseil, Camille Leblanc, se réjouit de cette avancée majeure au niveau de la justice, car, dit-il, cette mission est cruciale, la justice élève une nation. Le Conseil présidentiel de transition, conjointement avec le gouvernement, a décidé d'instituer cette commission dont la mission consiste à évaluer les deux codes et à faire les recommandations appropriées pour que la réforme pénale, si nécessaire, soit effective. Madame, Messieurs les commissaires, confiant dans vos compétences et vos expériences professionnelles, je compte sur vous pour la mise en application des deux codes dans le délai imparti conformément aux prescrits de l'arrêté. Pour y arriver, les rapports d'étape se révèlent utiles. Le gouvernement mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour arriver à la réforme de nos deux codes, tout en faisant taire les contestations qui ont marqué chaque tentative de mise en application. Élu président de la commission, Pierre-Richard Casimir se montre lucide par rapport à la tâche qu'on lui incombe. Déjà, les membres de la structure fraîchement installés ont une idée de l'endroit où ils doivent débuter les travaux. Appelé à travailler sur 1. Le projet de décret sur l'organisation des parquets. 2. Le projet de décret sur l'organisation judiciaire. 3. Le projet de décret sur l'organisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation. 4. Le projet de décret sur la réorganisation et la modernisation des greffes, des cours et tribunaux. 5. Participer à la préparation et à l'organisation des séminaires de formation sur le contenu de ces codes. La mise en place du Conseil électoral provisoire, la conférence nationale et maintenant la réforme pénale, 3 grands chantiers sont déjà abordés dans l'accord du 3 avril 2024. Toutefois, celui de l'insécurité demeure toujours une préoccupation, tenant compte de la situation sociopolitique. Plus d'un croit que rien n'est possible si l'insécurité n'est pas résolue. Dossier corruption, une plainte formelle a été soumise à l'unité de lutte contre la corruption concernant 3 membres du Conseil présidentiel. Ces derniers sont accusés d'avoir demandé la somme de 100 millions de gourdes au président actuel du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit BNC en échange du maintien de son poste. Selon des informations obtenues auprès de l'ULCC, les services compétents ont déjà été sollicités pour évaluer la situation et fournir un avis à la direction générale. Celle-ci devra alors décider si l'ouverture d'une enquête est justifiée pour éclaircir ces allégations. Parlons santé pour clore ce journal. Depuis le 12 juillet 2024, le ministère de la Santé publique et de la Population a signalé des cas de maladie du charbon à Fort-Royal, Petit-Goâve, après la consommation de viande d'un animal mort subitement. La maladie causée par la bactérie Bacillus anthracis se manifeste souvent par des ulcères cutanés. Une enquête est en cours pour déterminer la source de l'infection et des mesures de prévention sont mises en place, incluant la décontamination, la vaccination du bétail et une campagne de sensibilisation. Les autorités dominicaines ainsi que les responsables haïtiens et internationaux collaborent pour gérer la situation et prévenir la propagation de la maladie. L'épidémiologiste Gabriel Timothée est le spécialiste qui va nous aider à comprendre les enjeux. Ce soir à Métro News, on parle santé et c'est avec le docteur Gabriel Timothée, le directeur général du MSPP, qu'on va en parler notamment de la maladie du charbon.
Docteur, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs et spectatrices de Télémétropole. Alors, vous êtes avec nous pour parler de la maladie du charbon où plusieurs cas ont été recensés, notamment à Petit-Goâve. Quelle est donc l'étiologie de cette maladie? D'où provient-elle? Alors, il faut dire que la maladie du charbon n'est pas nouvelle en Haïti. Il y a eu des cas récurrents et dans certains départements, mais il y a eu une prédilection pour le sud et une partie de l'ouest. Actuellement, on a répertorié quelques petits cas, une dizaine de cas au niveau de Petit-Goâve, et dont un décès. Mais je crois que la population n'a pas à paniquer pour le moment. Pourquoi? Ce n'est pas encore déclaré une épidémie. Naturellement, quand on fait l'alerte en épidémiologie, les moindres cas suscitent des inquiétudes. Mais comme il y a une endémicité, c'est-à-dire des cas qui arrivent des fois dans certaines zones, dans certains départements, donc il y a une certaine récurrence de cas. Donc, on pourrait parler de résurgence de certains cas, mais pas encore d'épidémie. Mais quand même, la population doit être très sensibilisée à l'effet de ne pas consommer de la viande déjà contaminée dans les zones où les premiers cas ont été déclarés. Et ce n'est pas une maladie contagieuse, et c'est une maladie qui se transmet à travers une mauvaise cuisson de viande contaminée. Mais ça ne se transmet pas d'homme à homme. Ce n'est pas comme la tuberculose ou comme par exemple la tuberculose ou comme la Covid. Mais c'est une maladie qui peut devenir très grave et sous ses formes cutanées, respiratoires ou gastro-intestinales. Docteur Gabriel, quels sont donc les symptômes de la maladie du charbon? Comment la reconnaître? Bon, les symptômes de la maladie du charbon, cela va dépendre du type générique, c'est-à-dire il y a au moins 4 types de symptômes qui accompagnent certaines formes de maladie du charbon. La maladie du charbon qui est plus répandue à travers le monde et même en Haïti, c'est la maladie qui se caractérise par des lésions cutanées. C'est-à-dire on a des pustules, des plaques qui sont un peu suintantes, mais un peu arrondies, mais au centre, on voit qu'il y a une tache noire. Et c'est pourquoi on parle de charbon bien d'anthrax. Donc on voit au centre de cette plaie arrondie une tache noire. Et c'est cette forme cutanée, cette forme dermatologique qui est la plus courante en Haïti. Mais maintenant, les autres symptômes, par exemple, pour la voie pulmonaire, c'est une grippe accompagnée d'une grande fièvre et ce n'est pas traité rapidement avec des antibiotiques. Il peut y avoir des complications jusqu'à la détresse respiratoire qui peut conduire à la mort. Dans la forme gastro-intestinale, se caractérise par des cas de diarrhée, vomissement abdominal, inconfort et une déshydratation. Et si on ne traite pas aussi, à l'aide d'antibiotiques, on peut avoir des complications qui peuvent conduire à cette fatalité de la mort. Donc, mais une quatrième forme qui est rare chez nous en Haïti, c'est la forme qui peut se répandre à travers la consommation de certaines drogues. Mais cette forme est plutôt rare chez nous. Docteur Gabriel. Les symptômes varient en fonction du type de présentation de la maladie. Alors, docteur Gabriel Timothée, comme dernière question, quelles sont donc les précautions à prendre? Comment éviter d'attraper cette maladie qui est la maladie du charbon? La première prévention, c'est la sensibilisation de la population à l'effet de ne pas consommer de viande contaminée. Par exemple, actuellement, je dirais aux gens de Petit-Goâve, surtout de la zone de Port-Royal où il y a les quantités répertoriées, de ne pas consommer de la viande de bœuf, de la viande de porc, parce que
au niveau du ministère des épidémiologistes de la direction de laboratoire, de laboratoire de recherche, sont en train de mettre en place un corps sanitaire pour essayer de voir exactement quelle est l'étendue du problème. Donc, ce que je dirais, et je voudrais employer le verbe en couleur, si tu le permets, et pour que ça touche beaucoup de population, Tatimonio, où il faut faire pile précaution avec viande à manger, surtout dans la zone Tigouam, surtout dans la zone royale côté Guincar. Et c'est très sérieux, mon cas mourir, la médication, mon qui traite rapidement avec antibiotiques, il ne peut pas mourir, il ne peut pas développer de la forme grave, mais c'est pour mettre en tête que même si machin n'a pas du corps, il faut que si vous voyez qu'il y a une viande dans la zone contaminée, pas mettre trop sur eux, pas mettre rien sur eux, faut que nous résignions pour viande là-haut, éliminer, soit détruire. Si c'est bœuf qui a une maladie, il faut que le chat, il tué. Si c'est un bœuf qui mourit de maladie, nous avons l'habitude, les par exemple, on peut mourir, il tout prend viande là, il mettez là-dedans, le produit là-dedans, puis on venez, c'est très dangereux pour éviter une propagation. Et finalement, il y a une possibilité pour faire une combinaison de médicaments, d'antibiotiques et de vaccins, bons vaccins, qui permettent d'éviter les formes graves. Donc, ça c'est au niveau des autorités sanitaires, on a pris des dispositions pour traiter les cas qui sont déjà atteints et prévenir la propagation, la sensibilisation de la population. Sensibilisation, c'est une bonne information sur la maladie, pas créer panique, et même si que le peuple n'a pas besoin de panique pour le moment, mais il faut être très vigilant sur ça à manger, et surtout dans la zone côté des premiers cas, il faudra éviter manger viande que l'autorité qui est compétente dit que vous contaminez. Donc, côté que il y a un chaos, côté mettez sur les cordons sanitaires là, il faut que nous fassions plus de précautions dans manger viande et quelle que soit viande. Docteur Gabriel Timothée, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec nous le docteur Gabriel Timothée. On le rappelle, il est le directeur général du MSPP. Faites cette édition, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Des unités spécialisées de la PNH poursuivent des opérations dans la commune de Gressier où plusieurs bandits armés ont été abattus selon les autorités locales. Un délai de 8 jours francs est accordé aux résidents du centre-ville de Port-au-Prince pour quitter les zones déclarées d'utilité publique. Le ministère des Travaux publics veut appliquer l'arrêté du 1er juin 2012 et aider à la mise en œuvre de l'état d'urgence sécuritaire. Et puis l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI, et l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, informent qu'elles n'ont pas été invitées par le Conseil présidentiel de transition à participer à la désignation de membres du secteur presse pour le prochain Conseil électoral provisoire. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.